Bienvenue dans le débat sur France 24. La Finlande, favorable à une adhésion sans délai à l'OTAN. Une intégration qui ne serait contre personne, a affirmé le président finlandais. Réaction immédiate de Moscou. Cette entrée de la Finlande à l'OTAN serait assurément une menace pour la Russie qui répliquerait par des mesures militaro-techniques. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Malgré ces menaces russes, la Suède devrait également formuler sa demande d'adhésion à l'OTAN dans les prochains jours. Alors, est-ce vraiment un tournant historique? L'entrée dans l'OTAN de la Finlande ou encore de la Suède signerait-elle la fin définitive de leur neutralité? Comment réagir aux déclarations du Kremlin? Un OTAN élargi sera-t-il un parapluie sécuritaire fiable face à la menace russe? Finlande, fin de la neutralité. On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Olivier Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, co-auteur de Guerre et paix, approche et enjeux de la sécurité et de la stratégie. C'est aux presses de Sciences Po. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Cyril Coulet, bonsoir, spécialiste des pays nordiques, ancien chercheur à l'Institut suédois des relations internationales. Bienvenue à vous également. Amiral Alain Koldefy, bonsoir, ancien major général des armées, auteur de Le sel et les étoiles, et c'est aux éditions Fabre. Nous avons avec nous, par Skype, de Helsinki, Mari Holopainen. Bonsoir, vous êtes députée finlandaise de la Ligue verte. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous pouvez réagir, bien sûr, tout au long de cette émission sur le hashtag débat F24. Alors, n'hésitez pas. Sachez d'abord, pour cadrer un petit peu le débat, que l'OTAN, aujourd'hui, c'est 30 membres, que l'organisation a été mise en place par les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord. C'était le 4 avril 1949. Elle a créé une alliance, ce traité a créé une alliance militaire défensive. En 1950, c'est une organisation militaire intégrée permanente qui est créée. Cette organisation était dirigée à l'époque contre la menace que constituait l'Union soviétique en instaurant un couplage fort avec les États-Unis. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, un certain nombre de pays de l'Est anciennement communistes sont entrés dans l'OTAN, dont la Pologne, les pays baltes, la Hongrie ou encore la République tchèque. Le Danemark, la Norvège sont également membres de l'OTAN. Donc autant dire que la Finlande et la Suède, avec leur statut de neutralité, font un petit peu sont dans la différence. En tout cas, avec cette invasion de Vladimir Poutine de l'Ukraine, la Finlande devient maintenant favorable à une adhésion à l'OTAN sans délai. On fait un point en image avec David Gilbert et on en parle avec mes invités. Le processus sera officiellement lancé dimanche, mais dans un communiqué commun, le président et la première ministre finlandais ont clairement annoncé la fin prochaine de près de 75 ans de neutralité de leur pays. La Finlande doit présenter sans délai une demande d'adhésion à l'OTAN. Nous souhaitons que les mesures encore requises au niveau national pour entériner cette décision soient prises rapidement dans les jours qui viennent. Une demande d'adhésion qui trouve écho dans la population. Longtemps minoritaires, les partisans d'une entrée dans l'Alliance Atlantique sont désormais près de 75% parmi les Finlandais, qui ont pour la plupart changé d'avis depuis l'invasion russe en Ukraine. Cela va nous apporter de la sécurité, l'OTAN, bien sûr. C'est pour cela que je veux que l'on en fasse partie. Je pense qu'on aurait déjà dû en faire partie dans les années 90 quand c'était possible. Le processus pourrait durer de longs mois et requiert l'unanimité des membres de l'Alliance. Mais pour son secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg, l'adhésion de la Finlande se déroulera sans heurts et rapidement. Côté russe, la réaction est évidemment beaucoup moins enthousiaste. Le porte-parole du Kremlin évoque une menace claire pour son pays qui partage 1300 km de frontière avec la Finlande et reste évasif sur la future réaction du pouvoir russe. Tout dépendra des retombées pratiques de ce processus et de l'avancée des infrastructures militaires vers nos frontières. Les tensions ne sont donc pas prêtes de s'apaiser, d'autant que la Suède s'apprête à suivre le mouvement et devrait annoncer sa candidature à l'adhésion à l'OTAN la semaine prochaine. Olivier Schmitt, vous qui êtes un spécialiste de la défense. La Finlande, c'est 5,5 millions d'habitants. Elle partage, on l'a vu, une frontière avec la Russie de 1300 km. Est-ce qu'on peut dire que si elle rentre dans l'OTAN, c'est un tournant ?
Du point de vue de l'Alliance, oui, c'est un élargissement supplémentaire avec, effectivement, comme vous l'avez mentionné, une nouvelle frontière bien plus longue avec la Russie qu'il s'agit de défendre, puisque c'est l'enjeu cette adhésion, il y a une défense mutuelle. Par contre, la Finlande, c'est aussi un contributeur net de sécurité. Ses forces armées sont effectivement modernisées, bien entraînées, avec un processus de défense civile qui est rodé depuis maintenant plusieurs décennies et qui grosso modo, fait l'admiration d'un certain nombre d'Européens. Donc l'adhésion de la Finlande n'est pas l'adhésion d'un pays qui serait une espèce de passager clandestin pour bénéficier de la protection élargie fournie par les Européens et les États-Unis. En l'occurrence, ce serait un contributeur net à la sécurité de l'Alliance. Elle est déjà puissante militairement, c'est ce que vous dites. Au regard de la taille du pays, évidemment, mais c'est effectivement un contributeur net. Mari Holopainen, vous êtes députée finlandaise, je le rappelle, de la Ligue verte. 76% de la population finlandaise est maintenant favorable à l'adhésion à l'OTAN selon un dernier sondage. C'est 3 fois plus que son niveau d'avant-guerre. Comment l'expliquer? Est-ce que vous avez peur de Vladimir Poutine? Merci pour votre invitation. C'est un grand plaisir. Je dirais que la Finlande, comme toute l'Europe, a été atterrée par l'invasion de la Russie en Ukraine. Et c'est vrai qu'on a aussi connu des guerres contre la Russie, malheureusement. Il y a longtemps, mais on n'oublie pas. Et je crois que les Finlandais ont raison. Et on doit réagir maintenant. Mais il faut aussi dire que la Finlande est un membre actif de l'Union européenne depuis presque 30 ans. Donc, en fait, la Finlande ne se définit plus comme un pays neutre depuis longtemps. Mais est-ce qu'il y a une peur de Vladimir Poutine aujourd'hui qui expliquerait ce revirement tout de même? Je crois que comme tous les Européennes, on a peur de la guerre, bien sûr. Mais je dirais aussi que la Finlande veut décider sur son avenir. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Cyril Coulet, est-ce que c'est un tournant pour vous qui êtes spécialiste justement de ces pays-là, un tournant politique, sécuritaire, voire culturel? Alors, c'est très clairement pour la Suède un tournant, ça c'est sûr. Pour la Suède. Parce que pour la Suède... Qui n'a pas encore fait officiellement sa demande, mais qui devrait le faire également dans les prochains jours. En tout cas, elle est entraînée dans ce processus par la Finlande. Et les neutralités suédoises et finlandaises ne sont pas de même nature. Je pense que la neutralité finlandaise, elle a beaucoup été la résultante justement de son environnement stratégique. Elle est plus récente. Elle s'est construite dans la relation avec l'URSS pendant la guerre froide. La neutralité suédoise, elle est plus ancienne. Elle se définit autrement et elle a fait l'objet d'une appropriation politique en interne. On considère que la neutralité suédoise a eu 3 phases. Une phase qui a été le moment où la social-démocratie a construit un consensus politique autour du soutien au développement d'une industrie de défense et de capacités militaires au cours des années 20 et des années 30. Une deuxième phase qui a été une phase prise par les diplomates avec un rôle très actif, une promotion de la Suède à l'image internationale, et on pense à la figure de Dag Hammarskjöld qui était secrétaire général des Nations Unies, et une troisième phase qui était très idéologique, portée par Olof Palme dans les années 70-80, et qui fait que le rapport qu'ont les Suédois à la question de l'alliance militaire n'était pas du même ordre que celui qu'ont les Finlandais. Et je pense qu'en l'occurrence, la Finlande aujourd'hui est une force motrice dans l'évolution de la position suédoise. Amiral Alain Koldolfi, est-ce que c'est une bonne idée, la fin de la neutralité finlandaise? Alors, la fin de la neutralité finlandaise... Et suédoise probablement dans quelques jours. Et suédoise. Je dirais c'est leur affaire. Moi, je dirais qu'en regardant la carte que vous avez montrée, stratégiquement, les Russes ont perdu, sont bouclés en mer Noire et sont bouclés en mer Baltique. Ils ont perdu l'accès aux mers chaudes qui, depuis Pierre le Grand, est leur obsession. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, on a 2 pays qui sont des pays guerriers, leur histoire le montre, qui, pour la Finlande, est en état de surveillance et pour la Suède a développé un outil militaire cohérent avec des capacités industrielles. Donc, militairement, malgré la petitesse de leur population, 5 millions et 10 millions, je crois, on a un atout considérable pour l'OTAN. Alors, le reste, après, se discute. Le paradoxe, c'est que Poutine,
qui a tout raté, il a encore raté l'affaire avec les pays neutres, la Finlande et la Suède. La Suède a déjà était déjà en guéguerre avec les Russes. Les Russes survolaient son espace aérien, faisaient des intrusions dans son espace maritime. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Suède a déjà dispatché ses états-majors d'armée loin de Stockholm. Alors que dans tous les pays, c'est concentré à Paris, à Londres, à Washington, etc. Donc il y avait une sorte de préparation. Les Suédois sont préparés. C'est de nature différente. C'est un plus pour l'Alliance Atlantique. C'est un mauvais coup pour les Russes, bien sûr. Et là, on a deux pays qui vont nous apporter quelque chose si on se met purement au plan militaire. Et au plan stratégique, comme je l'indiquais, les deux narines de Churchill, de l'ours russe qui sont le Bosphore et les détroits baltes, sont bouchées. Olivier Schmidt, de son côté, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déjà assuré aujourd'hui que la Finlande, si la Finlande décidait de postuler, je le cite, elle serait chaleureusement accueillie au sein de l'OTAN. Mais il faut quand même expliquer aux téléspectateurs que ça ne va pas se faire en quelques jours. Donc là, il y a une intention. Ensuite, il y aura une vraie formulation d'adhésion, normalement ce week-end. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, est-ce qu'il va y avoir des troupes, justement, sur les sols suédois et finlandais, des troupes de l'OTAN? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des exercices en mer Baltique? En ce qui concerne l'article 5, qui est l'article donc justement de solidarité des différents membres de l'OTAN, quand peut-il s'appliquer à ces pays? Racontez-nous un tout petit peu le calendrier. Alors il y a effectivement plusieurs dimensions. Il y a la première dimension qui est l'adhésion à l'Alliance. L'Alliance, l'OTAN a mis en place un processus qui est maintenant bien rodé, qui est donc en fait qui s'appelle le plan d'adhésion à l'Alliance Atlantique. C'est dans le nom. Et en fait, l'idée c'est d'avoir un dialogue avec les pays candidats pour les conseiller sur la structuration de leurs forces armées, l'organisation de leurs relations civilo-militaires aussi, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir en fait des dictatures militaires qui rejoignent l'OTAN, les conseiller sur la manière de s'intégrer et de s'approprier les procédures et les manières de faire de l'Alliance Atlantique qui permettent en fait le travail en collaboration. Grosso modo, ça prend combien de temps pour la Finlande? Très franchement, pour la Finlande, par exemple, et la Suède, pour la Finlande et la Suède, ça peut être relativement rapide. Donc ça voudrait dire qu'il y a une procédure un peu express, si je puis dire? Elle n'est pas express, c'est-à-dire que ce sont des pays qui, en fait, ont déjà les standards. La Suède a participé aux opérations de l'OTAN en Afghanistan. Ils connaissent les procédures, ils sont déjà insérés. La Finlande dispose de matériel militaire américain, ce qui suppose aussi, en général, une formation commune. Donc en fait, tout un ensemble de procédures sont déjà maîtrisées par ces pays. On n'est plus du tout dans la situation où il s'agissait de transformer des pays qui étaient membres du pacte de Varsovie en membres de l'OTAN. Oui, mais même en 1997, il me semble que ça avait pris quand même au moins 18 mois pour les pays baltes. L'amiral Alain Koldolfi il fallait les transformer, en quelque sorte. Vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, amiral. Il y a une procédure express, là, cette fois-ci, vous dites non. Surtout expliquer pour le grand public la différence entre l'intégration à l'Union européenne et l'intégration à l'OTAN. Oui, alors là, vous parlez de deux procédures qui sont un peu inconnues. Non, mais l'intégration à l'OTAN, ça se décide au bout de la table par le représentant américain. Et à partir du moment où il a dit oui, tout le monde exécute. Et là, ça peut durer moins d'un an, surtout, comme vous venez de le dire, avec des pays qui sont déjà préparés. L'adhésion à l'Union européenne, c'est une batterie de critères, l'état de droit, la liberté d'expression, la bonne gouvernance. Et là, on met des mois et des mois et des mois. Donc, Olivier Schmidt, ça veut dire un an à peu près pour la Finlande et la Suède. Ça peut être même un petit peu plus court, mais en gros, entre 9 et 18 mois, je ne serais pas surpris. Alors, on va regarder d'ailleurs le tweet du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a réagi, bien sûr, avec satisfaction. Il a même félicité le président finlandais lors d'un échange téléphonique. C'est ce qu'il a indiqué dans son tweet. Vous le voyez ici. On voit bien tout de même ce soutien du président ukrainien. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a également félicité le président finlandais. Donc on voit effectivement qu'il y a une sorte de bloc qui est en train de se constituer. Mari Holopainen, le président finlandais, lui, était plutôt favorable, au début en tout cas, à un dialogue avec la Russie. Comment est-ce que vous réagissez aux propos du Kremlin quand ils disent justement que c'est une menace pour la Russie, que cette demande de l'entrée dans l'OTAN et qu'il pourrait répliquer par des mesures militaro-techniques? C'est ce qu'a déclaré en tout cas Dmitri Peskov. Merci. Je dirais que la Finlande, en tout cas, ne menace personne. Donc, c'est juste que nous, on veut décider comment on organise la défense. Comme la majorité des pays de l'Union européenne font partie à l'OTAN, je pense que c'est vraiment
quand même une décision qu'on pourrait faire maintenant, mais une décision qu'on aurait dû faire avant. Et en fait, comme on a parlé déjà, la Finlande fait déjà partie aux exercices communs de l'OTAN depuis longtemps. Et en Finlande, on a parlé de l'option l'OTAN pour longtemps, donc c'est quand même... Donc pour vous, c'est presque naturel en fait, c'est une sorte de... C'est naturel, exactement. Cyril Coulet, si on fait un peu d'histoire justement, le pays, alors je parle de la Finlande cette fois, c'était une province russe, d'après ce que j'ai lu, entre 1809 et 1917, donc pratiquement 100 ans. Une province russe envahie par l'URSS en 1939, on appelle ça la guerre d'hiver. Et manifestement, la guerre d'hiver, ça constitue le mythe fondateur de la nation finlandaise, un traité donc, qui avait été signé en 1940, très désavantageux pour la Finlande. Donc, à écouter Mari Holopainen, c'est même étonnant qu'ils aient attendu aussi longtemps. Alors, oui et non. Il y a effectivement la première guerre d'hiver, il y a la guerre de continuation aussi. Il ne faut pas oublier que les Finlandais sont allés combattre parfois à proximité des troupes allemandes en URSS. Et c'est justement de là que vient en définitive la neutralité finlandaise. C'est-à-dire que la neutralité finlandaise, ça a été le moyen d'éviter que la Finlande, qui était un pays qui était lié à l'URSS par un traité de coopération et d'amitié mutuelle, ne se retrouve pas intégrée dans le bloc de l'Europe de l'Est, dans le bloc des pays satellites, puisque c'était ce qui était promis. Est-ce qu'elle a été imposée finalement par l'Union soviétique à l'époque, cette neutralité ? Concrètement, ça a été effectivement la seule option pour sortir de l'emprise soviétique, obtenir notamment la restitution de la base de Porkkala qui se trouvait au large d'Helsinki, retrouver une forme de souveraineté, mais une souveraineté limitée. Très clairement, jusqu'à la fin de l'URSS, la vie politique finlandaise était toujours sous l'observation de son voisin soviétique et un certain nombre d'expressions ne pouvaient pas avoir lieu comme elles avaient lieu dans son voisin suédois, par exemple. Amiral Alain Koldolfi, quels sont les risques justement qu'ils prennent face à Moscou en décidant d'adhérer à l'OTAN ? Lorsqu'on entend les menaces de Dmitri Peskov? Je ne pense pas qu'ils prennent de grands risques, en fait. Et l'analyse du président finlandais me paraît tout à fait justifiée. Ils ne prennent pas beaucoup de risques parce que, comme vous l'avez rappelé, madame, la Finlande n'attaque personne. Elle se défend plutôt depuis des années. Mais eux le prennent comme une attaque, évidemment. Oui, mais bien sûr, ça, enfin, c'est en tout cas, ils le formulent ainsi. C'est le langage, ils sont bien obligés de dire. Et quand on voit les paroles de rétorsion, je veux dire une rétorsion militaro-technique, ça ne veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire dans le langage militaire. Rien dire du tout. Ça veut dire qu'ils sont un peu dans le désarroi, les Russes. Leur opération a échoué. La Finlande, alors après on peut juger au plan stratégique tout ce qu'on veut, les pays scandinaves, la Suède, tout ça. Mais la Finlande a fait un choix, pour moi, qui est bon, qui va renforcer sa sécurité. Est-ce qu'elle ne va pas être vulnérable le temps que tout ça se mette en place? Non, pas du tout. Pas du tout. L'OTAN intervient en quelques minutes. Mais là, elle n'appartient pas encore à l'OTAN. Entre le délai justement de demande et le moment où elle rentrera dans l'OTAN, est-ce qu'elle n'est pas en position de vulnérabilité face à la Russie? Une fois que la Finlande aura intégré l'OTAN, son territoire relèvera de l'article 5, qui n'est pas aussi engageant qu'on le dit d'ailleurs dans les grandes discussions. Et là, à ce moment-là, pas un centimètre carré de la Finlande ne pourra être attaqué sans que l'Alliance ne se sente attaquée. Ça, c'est quand elle sera rentrée. Quand elle sera rentrée. Mais à l'heure actuelle, on voit bien dans le cas de l'Ukraine, qui est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, que les Occidentaux, entre guillemets, ont considéré qu'il y avait une attaque inadmissible. À partir du moment où, voulant partir dans le Donbass, il a montré qu'il voulait attaquer toute l'Ukraine. Donc moi, je crois qu'en plus, et c'est ce que vous disiez, monsieur, on a là deux armées qui sont entraînées, qui sont capables de se battre et qui connaissent déjà les procédures. Je rappellerai que la Suède a envoyé en 2003 pour une opération de l'Union européenne qui s'appelait Artemis en Ituri, c'est au Congo, à peu près 60 forces spéciales. C'est-à-dire que là, il y a quand même un entraînement qui fait qu'on n'est pas dans un monde inconnu. Mari Holopainen, est-ce que cette nouvelle dépendance à l'égard des États-Unis pose question? Je crois et je pense que la Finlande est vraiment alliée avec l'Union européenne
surtout. Oui, mais Et- l'OTAN, on sait que c'est les États-Unis. Pardonnez-moi. Mais... Oui, aussi, mais on a besoin de l'Europe plus forte aussi. Et je suis contente que aussi la France fait beaucoup de travail avec ambition pour une Europe commune et pour les valeurs européennes. Ça, c'est important aussi. Et on va contribuer, nous aussi, la Finlande, pour Donc ça n'est plus vraiment un sujet en Finlande, justement, que de se dire qu'on va bénéficier d'un parapluie. Malgré tout, il y a 30 membres, mais on sait très bien que ce sont les Américains qui dominent l'OTAN. Ça n'est pas un sujet. Oui, les Américains aussi sont importants. Et vraiment, oui, mais on a une bonne coopération aussi avec les Américains. Et aussi avec le Royaume-Uni. Donc, la Finlande et le Royaume-Uni ont signé hier une déclaration sur la coopération. Oui, alors justement, Boris Johnson, lui, il est passé vous voir. Hein, il est allé en Finlande et en Suède pour signer avec vous cet accord de sécurité. Ça aussi, c'est un petit peu historique. On va l'écouter, Boris Johnson. La Finlande est bien sûr traditionnellement neutre, mais il s'agit de formaliser, de clarifier quelque chose qui doit être explicite dans le contexte d'aujourd'hui. À savoir qu'en cas d'attaque contre l'un de nous, nous nous soutiendrons mutuellement sur demande. Olivier Schmitt, est-ce que ça veut dire que justement la Grande-Bretagne peut aider la Suède et la Finlande pendant ce moment un peu de flottement avant justement qu'ils soient véritablement intégrés? Alors il y a deux aspects. Il y a effectivement, c'est une déclaration très claire du Premier ministre britannique qui est aussi liée à un besoin politique britannique de montrer qu'ils sont des contributeurs nets à la sécurité européenne après le Brexit, mais qui s'inscrit dans un contexte plus large de « je n'imagine pas » des pays membres de l'OTAN qui resteraient passifs devant une attaque d'un pays comme la Finlande ou la Suède, alors qu'ils sont justement dans le processus d'adhésion. La crédibilité politique de la garantie collective en prendrait immédiatement un coup. Donc en fait, même si juridiquement, ce sont deux pays qui vont rejoindre l'OTAN dans une temporalité qui reste à définir précisément, mais qui vont rejoindre l'OTAN prochainement, politiquement, de facto, il y a déjà une forme de garantie de sécurité qui est élargie à partir du moment où tout le monde est d'accord sur le processus. C'est aussi pour ça que la Russie réagit vivement. Ils ont bien compris l'importance de la dimension politique. Cyril Coulet, l'OTAN donc encore élargie, est-ce que ça paraît être un parapluie fiable alors que les États-Unis sont quand même dans un questionnement d'interventionnisme dans le monde, c'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose qui ressemble à un retrait. Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'ironie de l'histoire? On parlait effectivement de finlandisation de l'Ukraine avant que Vladimir Poutine n'envahisse l'Ukraine, en citant vraiment la Finlande comme exemple pour justement l'appliquer à l'Ukraine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une Finlande qui va rentrer dans l'OTAN. Enfin, c'est très clairement, effectivement, on voit bien que la notion de sécurité collective est en train d'évoluer. Là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le passé, la neutralité apparaissait pendant un temps comme étant une garantie de sécurité que l'appartenance à une alliance militaire pouvait ne pas offrir. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine apporte au contraire l'idée que l'appartenance à une alliance militaire est une garantie de sécurité bien plus importante que ne le serait en définitive la neutralité. Et ça, c'est un renversement de perspective qui est d'autant plus frappant effectivement lorsqu'on considère l'exemple de la Finlande. On parlait en plus effectivement de mort cérébrale de l'OTAN il n'y a pas si longtemps, Olivier Schmitt. Et je repose cette question parce que est-ce qu'effectivement l'OTAN a les reins suffisamment solides, si je puis dire? On parlait d'une mort cérébrale il y a à peine un an, il me semble qu'Emmanuel Macron parlait de mort cérébrale. Aujourd'hui, on savait aussi que les États-Unis étaient en train de se retirer du monde. On a vu avec le retrait d'Afghanistan. Est-ce que ça va rester, en s'élargissant de plus en plus, est-ce que l'OTAN va rester un parapluie fiable face à la menace russe? La plupart des alliés y croient, manifestement. Le président américain Joe Biden a lui-même eu des mots très forts sur le fait qu'aucun centimètre carré de l'OTAN ne resterait pas défendu. Donc ça veut dire que l'engagement américain, il doit tout de même continuer à être très clair. Alors, donc avec Joe Biden, tout à fait. En 2024, très franchement, en fonction du président américain qui sera élu, il est tout à fait possible. Si Joe Biden a l'air assez effectivement engagé,
Bien sûr, Donald mais Trump ça, ne l'était c'est pas du l'histoire tout. de l'Alliance. Enfin, fondamentalement, depuis 1949, c'est l'histoire de l'Alliance. Quelle est la crédibilité de la garantie américaine ? La réponse française a été on va quand même prendre nos propres mesures de sécurité en se dotant d'une arme de dissuasion que nous contrôlons nous-mêmes, qui est la dissuasion nucléaire, parce qu'on a toujours eu ce doute. Certains alliés n'ont absolument pas le doute. Voilà, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer en 2024, mais il y a des perceptions différentes de l'engagement américain. Il y a aussi un chiffre qui est important, c'est que il y a un think tank qui a quelques années a essayé de chiffrer la contribution des États-Unis à la sécurité européenne, tout compris, pas seulement dans l'OTAN, mais tout compris. En gros, c'est entre 180 et 250 milliards de dollars par an que les États-Unis dépensent de différentes manières. Non, enfin, ils renégocient avec l'Union européenne, on le sait depuis un moment. Oui, d'ailleurs, ça mais démarre avec ce qui veut Donald dire, Trump, c'est que mais aussi avec Joe Biden. ce que je veux dire, c'est que si les Américains se retiraient d'un seul coup de l'OTAN, pour avoir le même degré de sécurité, il faudrait que les États membres, les États européens de l'OTAN, dépensent collectivement entre 180 milliards et 250 milliards de dollars supplémentaires. C'est un effort financier que je pense nous ne serons absolument pas prêts à faire. Amiral Alain Kuldelfi, donc ça veut dire qu'on se remet tout de même aux États-Unis. Donc Joe Biden a l'air effectivement d'être dans ce couplage avec l'Europe, mais ça n'est pas évident. Peut-être que justement un président républicain ne sera pas du tout dans cette veine-là. On l'a vu avec Donald Trump, qui en fait, et d'ailleurs Joe Biden l'avait repris, demandait aux Européens de mettre beaucoup plus au pot de la défense. Je ne crois pas du tout aux déclarations de retrait qui sont épisodiques aux États-Unis. Épisodiques, vous dites. Ah, oui. Oui, elles reviennent de façon sinusoïdale ou épisodique ou cyclique. Il faut se rappeler qu'au plan strictement militaire, le budget du Pentagone, c'est 700 milliards de dollars. C'est largement une fois et demie le budget de la France. Rien que le budget militaire du Pentagone. Il y a une écrasante supériorité militaire qui ne se décline pas forcément au plan politique, puisque les valeurs occidentales ne sont pas très bien reconnues dans le monde. Donc là, moi, je crois qu'il n'y a aucune crainte militaire à avoir là-dessus. Je rappelle qu'il y a 3 mois... Enfin, le militaire sans le politique, vous dites pas crainte militaire, mais ça dépend d'une décision politique. C'est pour ça que je commence à dire qu'une décision politique peut s'appeler sur un outil militaire fort. Il y a 3 mois, à peu près, l'OTAN a déployé 20 à 30 000 personnes dans le nord de la mer du Nord, la Baltique, pour des exercices qui étaient prévus de longtemps, où les Russes étaient avertis... Mais les Russes en face étaient... Non, mais ça fait partie des choses. Mais moi, ce qui on n'a peut-être pas le temps de rebondir sur Boris Johnson. Bien sûr, allez-y, parce que justement, rebondissez sur Boris Johnson. Ouais. Boris Johnson, il est dans une position délicate. Il faut qu'il manœuvre en interne vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de l'Europe. Donc, il a un créneau qu'il utilise politiquement, qui est de dire flambèrge au vent, je vais défendre la Finlande s'il se passe quelque chose. Je veux dire, ça ne change rien en pratique, parce qu'il se passe quelque chose en Finlande, les pays de l'OTAN iront et la France ira avec la même vitesse que le Royaume-Uni. En revanche, si je peux me permettre d'aller au bout de la réflexion sur la Finlande, je crois que c'est la France qui a perdu, parce que depuis le général de Gaulle, nous avions dans la guerre froide un espace de manœuvre entre les deux blocs que nous avions en partie conservé jusqu'à l'Afghanistan, en gros. Et puis maintenant, on voit bien que cet espace de manœuvre politique, il a un peu disparu. Nos pays européens, maintenant, ils vont vers Washington tout le temps, alors que nous avions une position qui permettait de s'adosser, de contrer temps en temps, améliorer. Alors comment vous l'expliquez ? Parce qu'Emmanuel Macron, lui, met beaucoup en avant une défense européenne. Oui, mais personne n'en veut. Personne n'en veut. Défense européenne, une armée européenne. Qui la commande ? Un général français. Pourquoi ? Parce que la France a le feu nucléaire. Est-ce acceptable pour les 26 autres ? Non. Est-ce que vous pouvez rebondir, Marie Holopainen ? Est-ce que pour vous, quoi qu'il arrive, l'OTAN sera fiable, un parapluie fiable de sécurité face à la menace russe ? Vous pourrez répéter, s'il vous plaît ? Oui, est-ce que le parapluie américain de l'OTAN, est-ce que l'OTAN reste un mode de sécurité fiable pour vous ? C'est-à-dire vous ne mettez pas en doute l'OTAN, son efficacité ? Mais il faut travailler pour la démocratie tous les jours, donc on ne sait jamais ce que va arriver. Mais je crois que oui, ça va rester et l'Europe doit définir aussi les conditions dans lesquelles la responsabilité sera mise en œuvre avant que on doit aussi travailler pour l'Europe et pour définir comment l'Europe sera plus fort aussi en défense aussi. Et donc, c'est ce qu'on a. Vous êtes partisane d'une défense européenne plus forte. Aussi ça, oui. Oui.
On a besoin en Europe plus fort aussi en défense, et c'est ce que l'Allemagne, en fait, a déjà fait. Donc vous y croyez, contrairement à l'amiral, à une défense européenne plus forte? Oui, on a un petit problème de liaison. Ouais. Ursula von der Leyen, en tout cas la présidente de la Commission, était en visite au Japon et elle estime, elle, que la Russie est devenue la menace la plus directe à l'ordre mondial. On va l'écouter. La Russie est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial, avec la guerre barbare contre l'Ukraine, mais aussi son pacte inquiétant avec la Chine, qui entraîne de nouvelles relations internationales très arbitraires. Cyril Coulet, donc on le disait, la Russie de Vladimir Poutine est en train de redéfinir totalement le périmètre de la sécurité en Europe. Oui, ça repose effectivement... C'est ce que dit Ursula von der Leyen, y compris au Japon. Mais je crois que c'est ce que l'on dit autour de ce plateau, à savoir qu'actuellement, on commence à repenser autrement aussi la sécurité et que la sécurité européenne, de toute façon, elle ne peut pas s'affranchir de son appui américain. C'est très compliqué. Nos systèmes sont très intégrés. On en a peu parlé, mais de toute façon, la Finlande, la Suède sont d'entrée depuis le début des années 90 dans une intégration technique, militaire avec les forces de l'OTAN. Donc ce n'est pas en soi une révolution technique, c'est vraiment une révolution dans la manière de se penser et de penser son rapport. C'est une révolution politique tout de même. Clairement. Alors, pour la Finlande, peut-être un peu moins, je le redis. Je pense que pour la Suède, pour le coup, c'est clairement une vraie révolution. Parce que ce pays a investi sa neutralité autrement, que ce n'était pas que le produit de son environnement international, c'était aussi le produit de cette société. Et qu'à un moment donné, c'est la façon dont on se définit vis-à-vis des autres, dont on se pense et dont on projette son image par rapport au monde. Ce que disait l'amiral est assez juste. Moi, je me souviens des officiers suédois qui avaient la larme à l'œil, nous expliquaient comment ils étaient émus de voir les sous-marins nucléaires lance-engins français quitter la rade de Brest et en se disant on aurait dû avoir la même chose. Aujourd'hui, clairement, les choses ne se posent plus en ces termes-là. Donc, la façon dont on pense la sécurité collective change. Et je pense que finalement, même nous, Français, notre cadre de pensée sur la sécurité collective va être bousculé et impacté par la guerre en Ukraine. Ça veut dire qu'il faut une vision, qui ne soit plus nationale, amiral, justement, de la sécurité. Là, vous parliez de neutralité de la Suède. C'est terminé, la neutralité, ce principe. Voilà, la neutralité a fait long feu, mais tout le monde le sait. A fait long feu. Depuis longtemps, tout le monde le sait. Et donc, c'est pas là le sujet. Le sujet, comme vous l'indiquiez, c'est de savoir sur quelle organisation de sécurité globale on va se reposer désormais, parce que là, ça met en jeu également le rôle de l'ONU, le rôle des membres permanents du Conseil de sécurité qui sont issus de la Deuxième Guerre mondiale. On est quand même 77 ans après, et donc il va peut-être falloir redéfinir le périmètre, la mission de l'ONU de façon acceptable par les autres pays. Donc là, on est rentré dans un grand maelstrom où, et je reviens un peu sur ce que dit de façon caricaturale sur la défense européenne, parce que pendant 20 ans, j'ai essayé de construire la défense européenne à mon petit niveau avec les partenaires allemands, anglais et autres. Et alors ? Non, mais je veux dire... C'était compliqué. C'est pas compliqué techniquement, on travaille ensemble tous les jours. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté politique plus forte ? Parce que justement, il y a un changement de paradigme. Quand les Européens ont peur ensemble, ils se resserrent. Ils sont déjà resserrés au plan économique, au plan énergétique. Bon, il y a les affaires de l'environnement. Et donc, on est dans un moment où il faudrait que, malheureusement, la peur continue un tout petit peu pour pouvoir progresser. Mais on est quand même dans un dispositif où il y a... Parce qu'interviennent des éléments économiques. L'économie américaine a envie d'arriver, l'industrie américaine a envie d'arriver, on le voit bien. La Suède produit ses propres armements, elle produit ses sous-marins, elle produit ses avions de combat, elle produit presque tout. La Suède. La Suède. Un peu comme nous. Il va bien falloir qu'un jour qu'on s'entende. Et on va y arriver. Donc vous parlez d'une entente plus militaro-industrielle aussi. Alors c'est une des bases. C'est une des bases. À partir du moment où on s'entend sur le terrain militaro-industriel, car les deux sont terriblement connectés, on peut, et on voit bien que, sans faire d'anti-américanisme primaire, l'idée des Américains étant que sous ce plafond de peur qui est entretenu, on va vous protéger, les F-35 arrivent, même en Suisse d'ailleurs, les équipements américains arrivent, et là c'est pour l'industrie américaine. C'est pas pour l'industrie européenne. Or, alors quels sont les obstacles en fait de rapprochement entre justement ces différentes industries militaires européennes ?
Alors les obstacles sont l'industrie militaire, elle est consanguine de la capacité militaire. On ne peut pas s'en séparer. On ne peut pas avoir des militaires dans un pays, une industrie dans l'autre. Donc il faut que chacun soit capable de... Alors après, on peut travailler en coopération sur des sujets qui sont peu sensibles, les fusils, les frégates, etc. Il y a des sujets essentiels. Et si on regarde bien la position de la France sur ces sujets essentiels qui sont essentiellement autour de la dissuasion, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, sous-marins nucléaires d'attaque, porte-avions à propulsion nucléaire, etc. Il n'y a pas de coopération possible. De même que les Allemands n'ont pas très envie, j'ai travaillé assez chez Airbus, n'ont pas très envie d'être à égalité avec la France dans le domaine industriel. Ils considèrent que c'est la plus grande puissance économique et industrielle d'Europe. Donc le challenge est un petit peu difficile. Et avec les Anglais, on arriverait bien à un accord, mais on n'a pas les mêmes objectifs stratégiques. On n'a pas fait l'aviation européenne, alors que naturellement, après le Concorde, après le Jaguar, après le Puma, je parle pour les techniciens, on aurait dû faire une industrie franco-britannique. Et c'est trop tard maintenant, c'est le collège. Non, c'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, quand on parle de défense européenne, il faut distinguer ce qui relève effectivement de la défense militaire qui va rester structurellement de toute façon principalement à l'OTAN tant que les États-Unis seront la principale garantie de sécurité, mais ce qui relève aussi de toutes des dimensions économiques, juridiques, diplomatiques et qui en fait sont des instruments dont dispose l'Union européenne, dont ne dispose pas l'OTAN. C'est pas l'OTAN qui est capable d'imposer des sanctions économiques à la Russie. Mais quand on doit gérer la Russie, il y a effectivement à la fois la dimension militaire, mais il y a une dimension économique, il y a une dimension diplomatique, et c'est cette articulation des différentes organisations de sécurité qui est en train d'émerger. Et ce qu'on voyait il y a encore 20 ans, où même les États-Unis, un certain nombre de pays européens disaient mais surtout pas l'Union européenne, aucune compétence dans le domaine, parce que ça va être en concurrence avec l'OTAN, ce discours-là de la concurrence des deux organisations, en fait, n'existe plus aujourd'hui en pratique à Bruxelles. Il y a des formes de convergence qui sont en train d'émerger, parce que tous les États membres se sont rendus compte que l'OTAN avait un avantage comparatif qui était son intégration dans le domaine militaire, que l'Union européenne avait beaucoup d'avantages comparatifs qui étaient en fait la possibilité de jouer sur tout un ensemble de leviers politico-économiques dont ne dispose pas l'OTAN, et c'est plus l'articulation entre les deux qu'il s'agit de trouver, sachant que le nombre de membres de l'Union européenne qui sont aussi membres de l'OTAN est quand même assez substantiel. Cyril Coulet, donc ça veut dire qu'il y aura une nouvelle architecture sécuritaire européenne avec donc cette intégration de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Oui, c'est assez probable. Alors ensuite, est-ce qu'il va y avoir aussi une concurrence, une sorte de course aux armements dans laquelle tous les pays sont en train de s'engouffrer ? Alors, il va y avoir du réarmement. Ensuite, est-ce que ce sera une course aux armements ? Ça va dépendre des blocs. Ce que disaient en tout cas mes collègues autour du plateau est très juste. Ce qui fait en sociologie politique le groupe, avant les valeurs communes, c'est en fait la frontière. On définit d'abord contre qui n'est pas à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire, c'est ça. On est en train de redéfinir la frontière, contre qui on est, qui est à l'extérieur, qui est à l'intérieur. Et la menace aujourd'hui, c'est la menace russe. C'est la Russie. La Russie, la guerre en Ukraine est un catalyseur de cette évolution. Clairement, ça va appeler à une recomposition d'un certain nombre de questions, et pourquoi pas la constitution d'une base européenne et technologique de défense. On en a longtemps parlé, il y a eu des avancées, mais il y a aussi eu des réticences, ça a été évoqué très justement. Clairement, aujourd'hui, on se trouve... pour moi, quand même, c'est un vrai point de bascule. L'interrogation qui reste, pas pour la Finlande, mais plus pour la Suède, c'est pas tant savoir comment l'OTAN est en capacité d'accepter un nouveau membre, c'est comment la société est en capacité, comment les parlementaires peuvent voter en fait cette prise de conscience d'un changement de son rapport en fait au monde. Clairement, la Suède s'est pensée comme un exemple, elle s'est pensée comme étant unique, elle s'est pensée comme étant extérieure un peu à cet ensemble de sécurité européen, quand bien même elle y appartenait. Même pendant la guerre froide, où elle avait déjà en fait des standards OTAN qui équipaient ses appareils, notamment militaires. Donc, ce qui vous surprend, en fait, c'est sa capacité, finalement, des Suédois à renoncer à quelque chose dont ils avaient fait une identité. On a parlé de la France, on parle de la Suède. Ce parallèle a été fait, je suis assez d'accord, ça m'a toujours frappé, en fait. Les Suédois me semblent être un peu nos cousins du Nord dans leur rapport, en fait, à la souveraineté, à la question de la projection de leur image au monde. C'est quelque chose qui est très loin d'être indifférent. Et là, on est sur, pour moi, un vrai basculement.
parce que la guerre en Ukraine est un catalyseur de changement. Amiral. Alors, je voudrais juste revenir sur le mot de course aux armements que vous avez évoqué. Enfin, en tout cas, moi, je dis, les années 90, c'était l'euphorie des relations internationales, chute des budgets consacrés à la défense, et là, manifestement, on va être... C'est pas une course aux armements, ça veut dire que le reste du monde se réarme depuis des années, et on n'a pas voulu le voir. Je vais vous donner un exemple, comme je suis amiral. La Chine construit tous les 4 ans l'équivalent de la flotte française, qui est la première en Europe. On n'a pas parlé de l'ennemi chinois, entre guillemets. On ne parle que de la menace russe. Non, mais je veux dire, tous les pays, la Turquie, la Chine, l'Algérie a un budget militaire considérable. Et nous, on a des armées, les fameux bisounours. On n'a pas voulu voir les menaces, mais on n'a surtout pas voulu voir que tous les autres armées. On était le seul îlot à être continuellement désarmé. En Europe. L'Europe occidentale. Mari Holopainen, une réaction peut-être justement sur ce fait que tout le monde réarme aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça provoque chez vous dans un pays justement qui était neutre, donc on se dit plutôt pacifiste, même si effectivement vous aviez une vraie armée, parce que manifestement l'amiral allait dire que vous n'étiez pas pacifiste. Mais... Merci. Je dirais quand même que la Finlande ne se définit depuis longtemps comme un pays neutre, mais un pays qui n'était pas militairement allié. Et je pense que la guerre d'agression lancée par la Russie a fait disparaître à la fois la base d'un ordre mondial international fondé sur les règles. Et maintenant, ce qu'on doit faire, il faut renforcer l'ordre mondial des règles et il faut vraiment travailler pour la paix. Ce qu'on doit faire. Donc ça veut dire en fait mettre en place des organisations sécuritaires pour obtenir la paix au final. C'est ça, amiral, en fait, la solution? Il n'y a pas de solution, sinon nos prédécesseurs l'auraient trouvé. La difficulté, c'est de marcher ensemble. Je pense que maintenant, on marche de plus en plus ensemble. On va y arriver. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses... Je vais prendre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France et le Royaume-Uni ont un système politico-militaire de décision ultra rapide. C'est-à-dire le chef de gouvernement, le chef d'État décide de l'envoi des forces et le Parlement approuve ou désapprouve après. Et les armées britanniques et françaises sont faites pour se projeter pour la politique française et britannique. L'armée allemande est une armée parlementaire. Le chancelier maintenant n'a pas l'emploi de l'armée. Le ministre n'a pas l'emploi de l'armée. Il n'y a pas un chef d'état-major d'armée désarmé. C'est l'aigle de 1945, j'imagine. Oui, voilà. Et donc cette armée avait pour mission de défendre le territoire. Donc vous voyez, conceptuellement, on a parlé de paradigme tout à l'heure, mais une armée qui a été faite pour protéger le territoire allemand, quand on l'a engagée en Bosnie, il a fallu que la Cour constitutionnelle accepte que des soldats allemands quittent le sol allemand. Alors, tout ça avance. C'était il y a 30 ans. Donc, les Allemands doivent aussi faire ils sont un peu leur partout, révolution. Ils sont un peu partout, mais il a fallu 30 ans pour qu'on en trouve en Afghanistan, au Mali, etc. Avec une accélération en ce moment. Ah oui, bien sûr. Voilà. Olivier Schmitt. Enfin, je pense que l'annonce de l'augmentation du budget de la défense, il y a 5 ans, quiconque aurait dit que les Allemands investiraient d'un seul coup 100 milliards d'euros dans leur défense, personne ne l'aurait cru. Et je pense que les Allemands eux-mêmes n'y auraient absolument pas cru. Donc effectivement, on a parlé de l'invasion qui est un catalyseur, mais le 24 février change fondamentalement la donne dans l'articulation de sécurité européenne. C'est très net. C'est le Coulet. Je pense qu'il y a un consensus autour de cette table, je ne vais pas le briser. Hein. On voit bien... Ça reste un débat, manifestement, mais pas autour de cette table, c'est vrai. On voit bien en tout cas que la décision finlandaise ouvre la voie à une évolution très, très importante et que les autres élargissements, les précédents élargissements de l'OTAN n'avaient peut-être pas. C'est-à-dire que là, on avait ça a été dit, des États qui venaient en définitive s'adosser à la défense européenne et américaine pour chercher des garanties de sécurité. Là, on est en train de toucher des pays qui ont des capacités militaires propres et qui, de surcroît, avaient parfois une représentation d'eux-mêmes qui va être percutée par le fait d'aller intégrer cette alliance militaire. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, pour moi, est plus substantiel, une évolution plus radicale que les précédents élargissements de l'OTAN.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Ce sera le mot de la fin. Merci Mari Holopainen d'avoir été avec nous en direct de Helsinki, députée finlandaise de la Ligue verte. Merci beaucoup Olivier Schmitt. Merci Cyril Coulet. Merci à vous Amiral Alain Koldefi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et bien sûr, vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver l'émission d'ailleurs dans un podcast, puisque nous sommes aussi en podcast, le débat France 24, et puis sur notre site internet www.france24.com.